Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce mercredi, nous parlerons éducation avec le grand cadre et le QCMC qui ont entamé un débrayage de 2 jours à compter de ce mercredi. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. C'était à l'occasion des carrefours d'actualité organisés par le CESTI. Voilà pour les titres et le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Cadre et le QCEMS ont annoncé ce mercredi leur plan d'action de grève. Ils ont entamé une série de débrayages de 2 jours en assemblée générale ce matin au lycée Blaise Diagne. Ces enseignants ont minimisé les lettres d'explication du ministère de l'Éducation nationale. Ils se disent prêts à tout, même à une année blanche, si l'État du Sénégal ne respecte pas ses engagements. C'est un compte rendu signé Amadou Sabarba, Sanoussi Sané. Le linge sale se lave en famille. Des enseignants du lycée Blaise Diagne de Dakar sont à ce stade après le non-respect des morts de grève par certains collègues. Des lettres de demande d'explication servies à des enseignants grévistes. Le coordonnateur du grand cadre des syndicats d'enseignants minimise une intimidation qui ne passera pas. Mais s'il pense que c'est à travers des intimidations qu'il parviendra à ramener les enseignants dans les classes, je crois qu'il est en train d'insulter la dignité des enseignants. Cela ne peut pas nous arrêter, ou bien au contraire, cela va pousser les enseignants à se radicaliser. 2 mois de grève sans satisfaction, les syndicats accélèrent la cadence de la lutte et maintiennent les notes du premier semestre des élèves, mais aussi le boycott des conseils de classe et des cellules pédagogiques. Ce que les enseignants ont décidé, c'est de continuer la lutte. Parce que ce que le gouvernement craint, c'est qu'aujourd'hui, un peu partout, les élèves sont en train de sortir pour réclamer leur bulletin à l'État du Sénégal. Et c'est cela qu'ils craignent. Mais cela, ce n'est pas contre les enseignants qu'ils vont se retourner. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'en réalité, nous allons continuer dans cette dynamique. Le dialogue de sourds entre État et syndicats, ce n'est pas encore la fin du match. Ces professionnels de la CRE promettent de ne plus laisser de terrain médiatique avec le gouvernement qui agonise l'école sénégalaise. L'ambassadeur des États-Unis à Dakar était l'invité cet après-midi du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI, une occasion pour le diplomate américain et les étudiants de faire le tour d'horizon des faits marquants au Sénégal. C'est un reportage de Fatou Cissé. Les mutations génitales féminines demeurent une question de santé publique préoccupante en Afrique. Fort de ce constat, les acteurs se sont réunis au cours de cette conférence sous-régionale tenue dans la capitale sénégalaise pour porter la réflexion sur le processus de mise en œuvre de la résolution 69-150 de l'Organisation des Nations Unies, texte interdisant la dite pratique. Les pratiques culturelles, si nocives soient-elles, sécrètent les vecteurs de leur autoprotection entretenant leur reproduction. Aussi, les instruments de lutte sont constamment contournés. Il en découle assurément des défis exigeant une plus grande perspicacité dans le choix des stratégies. Dans leur modalité d'application, venir à bout des mutations génitales féminines est une nécessité pour la défense des droits humains et implique également la question du développement des peuples. Et la CEDEAO a compris très tôt qu'on ne pouvait pas parler de développement cohérent et durable sans adresser les obstacles qui freinent l'autonomisation des femmes dans nos sociétés. C'est pourquoi, à travers sa vision 2020, d'aller de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples, la commission de la CEDEAO s'est fixée comme objectif d'assurer à tous les hommes et les femmes de la communauté la possibilité de vivre dans la dignité, et cela passe par le respect de l'ensemble des droits humains. Les récents rapports publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies ont montré une recrudescence des cas de mutation génitale féminine et l'excision dans la région ouest africaine, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Libéria. Vous l'avez si bien compris, chers téléspectateurs, c'était plutôt l'élément sur la conférence sous-régionale sur la mise en œuvre de la résolution 69-150 interdisant les mutilations génitales féminines et c'est signé au Code du Seine.
Veulent s'installer au parc industriel de Diamniadio situé à 27 km à l'est de Dakar. Il s'agit d'entreprises sénégalaises, tunisiennes, chinoises, américaines entre autres. Ces entreprises qui font de l'export vont ainsi créer des emplois selon le ministre sénégalais de l'Industrie. Les travaux du parc industriel de Diamniadio sont exécutés à 75% pour la première phase. Le centre des opérations d'urgence sanitaire de l'hôpital Fann a organisé cet après-midi un exercice de simulation du virus à maladie Ebola. L'objectif de cet exercice est de tester le dispositif technique mis en place dans ce centre. Moussa Seydi est le chef de service maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Il est interrogé par Fama John. La simulation qui vient d'être faite fait partie intégrante des activités qui doivent régulièrement être menées pour se préparer à une riposte en cas d'épidémie. C'est cela qui se passe dans les pays où le risque est moindre, notamment dans les pays du Nord. Soit à une échelle beaucoup plus grande, il y a des pays où la simulation a été faite simultanément dans toutes les grandes villes, ou bien à une échelle beaucoup plus réduite, j'en parlais tout à l'heure avec le coordonnateur, au sein tout simplement d'une entreprise. Les gens s'imaginent qu'il y ait un cas d'Ebola dans une entreprise. Avec les contacts, il y aura beaucoup d'absents. Donc, comment gérer la situation, mais comment faire de telle manière que les activités puissent continuer. Cela nous est arrivé ici. Quand il y a eu notre cas de maladie à virus Ebola, il y avait beaucoup de contacts, beaucoup d'absents. Il fallait que le service continue de fonctionner. Donc, la simulation fait partie véritablement de tout système organisé qui veut avancer, qui veut se développer et qui veut pouvoir faire face convenablement. Cette simulation, comme l'a dit le coordonnateur, permet d'évaluer les procédures, les protocoles, la logistique, mais permet aussi de nous mettre tout le temps en situation. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar était l'invité du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI cet après-midi. Une occasion pour le diplomate américain et les étudiants de faire le tour d'horizon des faits marquants au Sénégal. C'est un reportage signé Fatou Cissé Mbaindir. Le Centre d'études des sciences et techniques d'information CESTI a accueilli ce mercredi l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. Ce carrefour de l'actualité, un moment riche en échanges entre le diplomate et les étudiants en journalisme et communication sur les questions d'actualité. Le diplomate américain a abordé la coopération sénégalo-américaine, le renforcement de la démocratie, la lutte contre l'extrémisme, la promotion des droits de l'homme, entre autres. Nous sommes dit qu'il y a suffisamment de questions dans l'actualité qui interpellent les États-Unis. C'est en rapport avec l'élection présidentielle, parce que quelque part, les Sénégalais, ils se passionnent de politique américaine. Il y a aussi l'histoire des détenus de Guantanamo qui devaient être transférés au Sénégal. Il y a aussi les relations diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis, la lutte contre ce qu'on appelle le radicalisme religieux. Donc ce sont ces questions qui nous ont amenés à demander à l'ambassadeur de venir au CESTI. Le partenariat entre les États-Unis et le CESTI a permis à l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de relever son plateau technique. Le deuxième axe, c'est le relèvement du plateau technique du CESTI. Donc on a eu un studio neuf qui a été monté au CESTI par la Voix de l'Amérique. Et parallèlement à ça, il est prévu dans quelques semaines la diffusion d'une émission mensuelle sur la Voix de l'Amérique qui sera animée par les étudiants du CESTI qui sont en 3e année option radio. Donc, il y a un partenariat exemplaire. L'ambassadeur des États-Unis a exhorté la jeunesse africaine à avoir un esprit d'initiative et d'entrepreneuriat pour développer le continent. Je pense que c'est très important pour le Sénégal de renforcer les liens économiques avec l'Europe aussi. Et pour nous, parce que notre intérêt est juste de voir ici l'économie très forte et en bonne santé. Et donc, si le Sénégal renforce les liens avec les pays européens, pour les États-Unis, c'est une très bonne histoire. Après
Après relance de ses activités, les industries chimiques du Sénégal ICS réalisent un bénéfice de 4 milliards de francs CFA en 2015, des résultats dont se réjouit le ministre de l'Industrie et des Mines Aly Ngouille Ndiaye. Par ailleurs, il annonce une perspective de 40 milliards de francs CFA en 2016. En 2014, le groupe indonésien Indorama avait injecté 112,5 milliards de francs CFA, ce qui représentait 66% du capital pour la relance des ICS, jadis fleurons de l'économie sénégalaise. De Washington, Abdel Latif Al-Jouari a relancé la question de la convertibilité du dirham. Pour le gouverneur de la Banque Al-Maghrib, le royaume chérifien pourrait franchir le pas de la convertibilité de la monnaie marocaine. Toutefois, certains préalables devraient être discutés avec la Banque mondiale et le FMI. C'est un récit signé Daoud Sow. La Banque centrale marocaine a remis au goût du jour la question de la convertibilité du dirham. Les propos ont été tenus à Washington par le gouverneur de Banque Al-Maghrib. Selon Abdel Latif Jouari, le Maroc serait quasiment prêt à franchir le pas, en concertation avec les organismes multilatéraux que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les autorités financières du royaume vont discuter avec les responsables du FMI, du calendrier et des étapes nécessaires pour le lancement de l'abrogation de la convertibilité du dirham. Cette mesure inédite fait depuis plusieurs décennies l'objet de recommandations au royaume de la part du FMI. Elle a pour objectif stratégique de faciliter l'intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale, notamment aux marchés financiers internationaux. Le processus prendrait plusieurs années et la valeur du dirham sera graduellement laissée à définir par les forces du marché, avec toutefois une intervention limitée. Des discussions sur le sujet vont avoir lieu le mois prochain au Maroc, en marge d'une réunion avec le FMI concernant le renouvellement de la ligne de 5 milliards de dollars que le Maroc compte renouveler sans pour autant l'utiliser. Le dirham n'est pas actuellement une monnaie librement convertible. Il est soumis à un système d'échange non flottant. Son cours est établi par rapport à un panier de monnaies comprenant les devises dollars et euros. Parlons culture à présent dans le cadre des préparatifs de la 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a effectué mardi une visite sur les sites prévus pour les expositions du Dakar 2016. Ce rendez-vous culturel s'ouvre le 3 mai à Dakar. Il verra la participation d'une centaine d'artistes venant de 24 pays. La cité dans le jour bleu, tel est le thème choisi cette année pour les expositions officielles. On passe maintenant à l'international dominé ce mercredi par la fusillade qui a fait 11 morts dans un camp militaire au Cap-Vert. En France, Salah Abdeslam, lui suspect clé des attentats du 13 novembre, a été transféré depuis la Belgique. Et aux États-Unis, Hillary Clinton est Donald plus que jamais favori à l'investiture après les primaires de ce mardi. Les développements avec Jean-Djibril William. Au Cap-Vert, 11 personnes ont été retrouvées mortes ce mardi, tuées par balle dans un poste de télécommunication de l'armée. Selon les autorités, les victimes, pour la plupart des militaires, auraient été tuées par l'un de leurs camarades toujours portés disparus. Une réunion de crise du gouvernement a par ailleurs permis de balayer les rumeurs faisant état d'une attaque terroriste. Ce mercredi, le Premier ministre Ulysses Correa et Silva a affirmé que l'auteur présumé de la fusillade était activement recherché. Les autorités capverdiennes qui évoquent des motivations personnelles à l'origine de la fusillade. Salah Abdeslam est arrivé en France ce mercredi matin. Le suspect clé des attentats de Paris a été transféré en toute discrétion par hélicoptère avant d'être présenté dans la journée au juge d'instruction français en vue de sa mise en examen. Arrêté en Belgique en mars dernier, Salah Abdeslam est considéré comme le dernier survivant des terroristes qui avaient tué 130 personnes à Paris le 13 novembre. Il devra désormais expliquer aux magistrats français son rôle précis dans ces attaques, de même que la composition des cellules terroristes et la structure des réseaux. Le jeune homme de 26 ans est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Aux États-Unis, les primaires se poursuivent et rapprochent tous les jours un peu plus les deux favoris de l'investiture de leur parti.
Ce mardi, 5 États de l'Est se sont rendus aux urnes pour élire leurs candidats en vue de la présidentielle du 8 novembre prochain. Chez les Républicains, c'est les favoris Donald Trump qui a raflé sans surprise les 5 localités du Maryland, de la Pennsylvanie, du Delaware, du Connecticut et de Rhode Island. Le milliardaire qui s'est imposé avec des marges impressionnantes, dépassant 60% des voix et laissant en rade ses adversaires Ted Cruz et John Kasich, dont l'alliance a été annoncée cette semaine. Même scénario dans le camp démocrate avec Hillary Clinton qui n'a laissé qu'un seul État à son rival Bernie Sanders. Une nouvelle victoire qui rend l'ancienne première dame quasiment irrattrapable par le sénateur du Vermont qui n'envisage toutefois pas de se retirer. 15 États doivent encore voter au mois de mai et juin prochain pour décider des futurs candidats démocrates et républicains. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir.